Comme tu nous l'as dit tout à l'heure, lisons tous azimuts, alors on passe à la 7e partie, retour au texte. Pour ce premier retour au texte, je voudrais m'intéresser à la figure de Kissinger, donc à travers la biographie qui lui a été consacrée par Charles Orgbieb, et puis en m'appuyant sur son grand œuvre, c'est un pavé, 750 pages, Diplomatie, que j'ai lu, qui est un ouvrage passionnant. Parfois pro domo, bien évidemment. Kissinger défend l'action de Kissinger dès qu'il s'agit du Vietnam, des années 60-70, mais où il développe plus généralement ses conceptions des relations internationales et de la géopolitique. Alors, si j'ai choisi Kissinger pour commencer, c'est-à-dire plutôt un adversaire des positions que je tiens, bien c'est parce que je pense qu'il faut s'étalonner à l'ennemi. On n'a pas toujours peut-être les ennemis qu'on mérite, mais en tout état de cause, si la situation devait véritablement se durcir et s'aggraver, on n'aurait pas en face de nous des médiocres. C'est-à-dire que le topos énoncé par Machiavel et qui a été beaucoup repris depuis, selon lequel, en temps de guerre, il y a une sélection aristocratique des élites, c'est-à-dire que les élites deviennent de meilleure qualité et qu'elles s'assoupissent et qu'elles se dégradent en temps de paix, me paraît particulièrement vérifié par la dernière période. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on pourrait dire que même les élites américaines baissent, puisque John Kerry est très loin d'être Henry Kissinger. Mais Fabius est très loin d'être Maurice Couve de Murville, ou même son successeur, dont le nom m'échappe, Michel Jobert, voilà, qui était un grand ministre des Affaires étrangères sous Pompidou. Donc, déjà, il s'agit de s'étalonner à l'ennemi. Alors, qui est Henry Kissinger? Bon, la biographie de Orgbieb, à l'égard desquelles, voilà, je ferai l'éloge, c'est souvent assez agréable à lire, c'est relativement complet. Le problème, c'est qu'il tombe un peu amoureux de son sujet. Il développe souvent les positions de Kissinger sur l'action de Kissinger, alors que Kissinger le fait déjà lui-même dans ses ouvrages. Et puis d'autre part, la dernière période qui couvre presque 40 ans, c'est-à-dire ce que fait Kissinger quand il quitte le secrétariat d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères de Gerald Ford en janvier 77. Qu'est-ce qu'il devient ensuite? C'est ça un petit peu la limite. Alors Kissinger est un juif bavarois qui émigre avec sa famille aux États-Unis pour fuir le nazisme en 1938. Il revient en Allemagne avec l'armée américaine en 1944. Comme il est brillant, il sera administrateur militaire d'une petite circonscription dans le contexte de l'occupation de l'Allemagne. Et puis il retourne aux États-Unis, fait des études de sciences politiques. Oui, antérieurement, la biographie dit que c'était pas un élève surbrillant, enfin bon, voilà. Et puis il va devenir ce que les Américains appellent un stratège civil, c'est-à-dire un spécialiste de questions militaires, notamment nucléaires. Il anime aussi, oui, alors ça je voulais quand même faire une petite parenthèse, la revue, où il participe à la revue Confluence et dirige le séminaire international de Harvard, sous la tutelle de son mentor Eliot, où l'on voit des participants assez amusants. Il y a Giscard qui y passe, alors c'est pas très étonnant, on sait bien que Giscard c'est la droite atlantiste, mais Malraux aussi s'y trouve, et Bertrand de Jouvenel, ancien du comité France-Allemagne et ami d'Otto Abetz. Donc on voit que c'est très très varié. Quant à Malraux, j'ai toujours pensé que c'était la faute de goût du général, donc finalement j'ai pas été ébranlé par la nouvelle. Bon. Alors, de façon générale, Kissinger est plutôt un réaliste. Il plaide pour des stratégies de guerre limitées plutôt que pour le concept de guerre totale. Il considère d'ailleurs que l'arme nucléaire peut parfois inhiber la stratégie des États-Unis, lui faire perdre le sens justement des conflits localisés à travers lesquels, par exemple, on mène une action militaire extrêmement dure pour créer les conditions d'une négociation diplomatique. C'est-à-dire qu'il réfléchit véritablement en diplomate. C'est un diplomate qui n'est ni militaire ou militaro-militariste, ni économiste d'ailleurs. C'est-à-dire que les questions économiques sont intégrées, mais ne sont pas centrales. C'est vraiment un politique. Bon. Alors, dans Diplomatie, il développe ses conceptions du droit international à partir, ou des relations internationales d'ailleurs, à partir de l'histoire, comment faire autrement. On ne peut pas être dans de pures spéculations abstraites ici.
Et il se dessine dans son ouvrage en réalité 3 grandes conceptions du monde au plan géopolitique, géostratégique. Il n'y en a pas 36 000. Ce qu'il appelle le concept de sécurité collective ou d'ordre mondial, rajeuni par l'idéalisme de Wilson. Idéalisme mêlé d'anti-européisme, hein, c'est le souvenir des pionniers qui quittent cette Europe corrompue et guerrière, etc., de messianisme protestant et d'irénisme. Mais cet idéalisme wilsonien n'est que l'expression contemporaine, finalement, d'une vieille idée, qui est l'idée, alors soit l'unité de la chrétienté, le rétablissement de l'Empire romain, ou de l'unification de l'Europe par un empire tel que les Allemands en nourriront le rêve à travers le Saint-Empire romain germanique, qui est une affaire allemande et pas française, je le reprécise, la France est une nation, elle n'a jamais eu le fantasme impérial pendant des siècles. Mais Kissinger est de ceux qui pensent avec, alors je ne veux pas écorcher son nom, le fameux Heinrich von Treitschke, enfin je ne suis pas germaniste donc je l'écorche quand même, il disait que l'avenir de l'humanité ne peut être de s'unir sous une autorité unique. Alors là, très clairement, Kissinger n'est pas un partisan de la sécurité collective qui repose sur l'idée qu'il faut un accord sur les valeurs, sur le parallélisme de la morale privée, personnelle et des pratiques géopolitiques. Là, il faudrait que finalement, entre États, on s'entende comme entre hommes, quoi, hein, alors qu'on sait bien que ça n'est pas comme ça que les choses se passent. Et puis cette idée qu'il faudrait réunifier le monde autour, précisément, de la démocratie, d'un certain nombre de valeurs spirituelles. Et ça, Kissinger est plus que sceptique. Il reste un Européen qui est plutôt partisan, donc de la seconde conception principale des relations internationales, l'équilibre des forces, que Kissinger fait remonter à Richelieu. C'est la raison d'État, c'est le westphalisme que j'ai déjà évoqué, et puis Bismarck sera le grand promoteur de cette conception. Bismarck qui a eu cette formule célèbre, la force prime le droit, ça ne veut pas dire que la force détruit tout droit d'ailleurs, puisque dans sa pratique, Bismarck aura été somme toute assez équilibré. Il est partisan des rapports de force, ça ne veut pas dire que c'est un belliciste enragé. Hein, il s'agit au contraire de produire un équilibre des forces dans lequel, dit Kissinger, un ordre stable s'obtient à la fois par la sécurité et l'insécurité relative de chacun des participants. C'est-à-dire qu'il faut que le plus puissant admette que le moins puissant est susceptible de lui nuire et que le moins puissant eh bien, a pleine conscience de son propre intérêt dans un ordre qu'il ne domine pas. Bien, donc c'est la seconde conception des rapports internationaux. C'est plutôt la préférence de Kissinger, mais ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'il y en a une troisième qui est un peu intermédiaire, le concert des nations. Kissinger a consacré un mémoire à Metternich, le chancelier de la Sainte Alliance, pour lequel il nourrit une grande admiration. Alors là, on est dans une figure un peu intermédiaire, c'est-à-dire une configuration qui s'obtient par rapport de force. Hein, la Sainte Alliance, c'est aussi la quadruple alliance à laquelle l'Angleterre apporte son concours sécuritaire. La Sainte Alliance, c'est la Russie, la Prusse et l'Autriche. Mais donc, cet ordre-là s'obtient par les rapports de force, mais repose également sur le ciment d'un principe de légitimité partagée. Ici, la défense des monarchies traditionnelles contre les mouvements révolutionnaires qui parcourent l'Europe du XIXe siècle. C'est pourquoi d'ailleurs, et Kissinger s'opposera durement à Michel Joubert, Kissinger est plutôt, sur ce point, est plutôt partisan d'une intégration européenne, d'une sorte d'eurotanisme, pourrait-on dire, parce que ça lui paraît un garant de stabilité autour de valeurs communes. Donc c'est un réaliste, mais un réaliste qui intègre, pour une part, une certaine convergence civilisationnelle et de vues. Bon. On peut dire qu'aujourd'hui, il ne serait pas tout à fait incompatible avec le Huntington du choc des civilisations, dont j'ai dit que, en réalité,
il n'est pas partisan du choc des civilisations, Huntington. Je ne défends pas Huntington, c'est pas mon courant de pensée, c'est un Américain. Mais il considère qu'il y a des aires de civilisation, qu'elles sont susceptibles de s'affronter et de s'opposer. Le découpage d'ailleurs est savoureux, puisque nous sommes, nous, rangés du côté du socialisme laïque, nous Français, un peu comme une sorte de genre à part. Mais ça ne signifie pas que Huntington appelle à l'affrontement des civilisations. Parce qu'il y a une conception beaucoup plus dangereuse encore, qui consiste à considérer qu'il n'y a qu'une vraie civilisation et que tous ceux qui y dérogent, qui sont extérieurs, eh bien, sont des États voyous, sont des forces du mal. Et là, c'est tout le vocabulaire politique américain qui court de Reagan à Bush, mais qui ne date pas d'eux. Oui, le pessimisme de Kissinger est celui des réalistes, c'est-à-dire des politiques. Il considère que la nature humaine est plutôt mauvaise, les rapports entre États potentiellement plutôt violents. Il ne rêve pas de les réconcilier dans des valeurs partagées et de faire régner une paix perpétuelle, selon l'expression de Kant. Mais ça veut dire qu'il est optimiste sur l'action politique. Tandis qu'il y a un pessimisme de teinte religieuse qui porte sur le politique précisément. L'homme serait plutôt bon s'il était dégagé des structures de pouvoir et précisément, eh bien, le politique est un moment purement négatif qu'il faut dépasser vers une grande communauté spirituelle, morale, etc. À mon sens, ce pessimisme-là est beaucoup plus dangereux que le premier. Bien, et puis alors comme j'ai dit qu'un ennemi tel que Kissinger nous permettait de nous mesurer eux-mêmes, nous étalonner, eh bien je dirais deux mots de sa conception de la France. Dans Diplomatie, entre Richelieu et De Gaulle, il n'y a quasiment rien. La France subordonnée à l'ordre de la Sainte-Alliance est à peine mentionnée, et puis il y a De Gaulle. Voilà. Étrangement d'ailleurs, pour ceux qui veulent continuer de croire que De Gaulle aurait mal servi l'intérêt national, Pétain ne figure pas précisément dans la description que Kissinger fait des grands hommes politiques français. Et puis par ailleurs, on voit qu'il mentionne Richelieu et De Gaulle parce qu'il respecte la puissance, précisément, les politiques de puissance, politiques de grandeur. Quant à l'Europe, même s'il l'avait défendu comme la plupart des élites américaines, puisque c'est un projet américain, l'Europe, pro-américain, il y a vraiment que Jack Lang pour dire en 2005 voter non au traité de constitution, c'est voter Bush, c'est totalement absurde. Mais il a eu cette formule célèbre, l'Europe, quel numéro de téléphone, qui transpire un peu le mépris que ce grand squale de la diplomatie internationale et des rapports de force éprouve à l'égard de l'Europe. Et il s'est montré, là, il y a quelques années, hilar face à Van Rompuy, qui précisément n'incarne strictement rien, brandissant chacun un numéro de téléphone. J'ai pas le sentiment que Van Rompuy ait eu conscience d'être parfaitement ridiculisé par le bonhomme, là.